Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une des questions qui m'est le plus posée dans la thématique. Je crois que c'est la question que j'ai vue revenir le plus souvent en fait dans la thématique du survivalisme en règle générale et même sur d'autres forums. Cette question, je vais la formuler comme ça parce qu'on peut la formuler de différentes manières. Donc, quand je débute le survivalisme ou le preppers ou la préparation générale, si je devais avoir qu'une seule compétence à maîtriser, du coup, ce serait laquelle? Alors, cette question, elle est hyper compliquée. Parce que du coup, en fait, il y a énormément de compétences dans le survivalisme, en règle générale, que ce soit de l'élevage, le jardinage, les armes, tout ce qui va être du domaine de l'énergie, la défense, tout ce qui va être du domaine de la psychologie, etc. Il y a énormément de thématiques. Donc, c'est une question qui est pas évidente du tout, finalement, parce que quand on remet dans le contexte, on a du mal, en fait, à se dire, ok, si je devais vraiment choisir qu'une seule, et je démarrais par quoi? Et cette question, en même temps, elle est vachement intéressante parce que ceux qui veulent se lancer dedans, ou qui sont intéressés par le domaine, etc., et qui savent pas du tout par où commencer, quand on débute, eh ben, je me suis dit, cette question-là, elle est vraiment hyper pertinente. Donc, on va essayer de la prendre au pied de la lettre, et de se dire, ok, faut que j'en choisisse qu'une seule. Donc, ce que j'ai fait des statistiques. Alors, je vais pas vous imposer des statistiques, rassurez-vous, on n'est pas là pour ça. Je les ai fait pour vous. Voilà, donc j'ai pris des événements qui se sont passés à travers le globe et sur une certaine période. Donc souvent, c'est des événements évidemment graves. Ça peut être des catastrophes climatiques, ça peut être des guerres civiles, etc. Et du coup, j'ai fait exactement comme je vais expliquer au départ, quand on crée un protocole, on prend une échelle des risques. Et souvent, en fait, statistiquement, ce qui revient dans l'échelle des risques, le risque numéro 1, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément des blessures par arme à feu, c'est pas forcément des blessures défensives, etc. Souvent, le risque numéro 1 qui revient, souvent, c'est blessures et maladies. C'est le numéro 1 des risques dans n'importe quel type d'événement, en fait, qu'il soit climatique, guerre civile, etc. Le numéro 1, ça va être vraiment les blessures et les maladies. Donc déjà, je me suis dit, c'est une première approche qui est assez intéressante quand on veut s'orienter. Imaginons, on veut choisir qu'une seule compétence, donc une compétence finalement efficace. Donc, on s'orienterait plus vers ce côté blessure-maladie. Donc, obligatoirement, en fait, je vais m'orienter là-dessus et du coup, si je devais choisir qu'une seule compétence, la plus efficace par rapport à l'échelle du risque, ce serait du coup tout ce qui va être du domaine des premiers soins, savoir se soigner. Voilà, c'est vraiment du domaine du premier soin, on va dire, en général. Donc si on devait avoir qu'une seule compétence à maîtriser, si on veut être du coup vraiment dans le terrain, dans l'échelle des risques, le premier risque, du coup, ce serait du coup savoir manier les premiers soins en règle générale. Donc, évidemment, maintenant, on va parler des solutions qu'on pourrait apporter pour ces premiers soins. Alors, je trouve ça intéressant de partir tout le temps de la base. Moi, je pars toujours de ce principe-là. C'est un ancien qui me disait ça, surtout. Il me disait, pour voir grand, démarrer petit. Et c'est tellement vrai, cette phrase-là. Que finalement, en fait, quand vous ne savez pas trop par où démarrer, on démarre toujours par petit, en fait, et on va accumuler un peu de connaissances, compétences, expériences, etc. Et on va faire un peu gonfler le truc. Et c'est beaucoup plus efficace que vouloir s'embrigader directement dans un truc hyper complexe, hyper dur ou trop complet. Et je pense qu'après, on se perd un peu en route et voire on se dégoûte et du coup, on arrête. Donc j'ai essayé de faire un espèce de mini protocole assez basique et du coup qui peut s'adapter un peu à tout le monde, quoi. Donc déjà la base c'est le PSC1. C'est la base des premiers secours. C'est accessible quasiment à tout le monde. Ça devrait être une formation qui doit être obligatoire, je pense surtout pour les enfants au niveau de l'école. Alors j'ai vu qu'apparemment il y avait certaines écoles qui s'y mettaient, mais franchement ce serait vraiment quelque chose vraiment à réfléchir au national pour que ce soit vraiment quelque chose de obligatoire. Donc que tous les ans ce soit recyclé parce que c'est quand même la base, à savoir porter assistance à un camarade de classe et que ce soit à n'importe quel âge parce qu'en fait finalement on se rend compte que même des enfants en bas âge sont capables de faire des choses au fait au niveau des premiers soins et
du coup, si c'est ancré à cet âge-là, c'est bien, c'est qu'il va y avoir cette espèce de boule dynamique un peu bénéfique, où finalement les enfants, ils vont pouvoir développer un peu cette compétence-là et monter en compétence, du coup en expérience, etc. Et on va pouvoir en fait développer ça, et c'est quand même quelque chose qui va sauver des vies. En très long terme, le primo-intervenant, c'est vous finalement. Donc cette réflexion-là, je trouve qu'elle est pas déconnante, et je trouve ça quand même dommage que ce soit pas vraiment ancré dans les mœurs, et que du coup les premiers soins ne soient pas enseignés obligatoirement à l'école. En fait, ça devrait vraiment être limite qu'on fasse un cours vraiment là-dessus, en fait, et que du coup ce soit réactualisé. Je trouve que c'est quand même la base, quoi. Savoir que la personne qui est formée à côté de vous est formée aux premiers soins, si jamais il vous arrive quelque chose, le primo-intervenant, il est autour de vous, quoi. Donc pour moi, ça serait vraiment réfléchir à long terme pour faire quelque chose un peu d'ancré chez les enfants, quoi. Donc le contenu de la formation, il y a beaucoup de choses dedans, hein. Il y a les malaises, il y a les plaies, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup les traumatismes, les brûlures, obstruction des voies aériennes, les arrêts cardiaques, etc. C'est très basique et en même temps très complet. Le PSC1, c'est quelque chose qui est une obligation, en fait. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Alors, je vais vous mettre des liens. Alors, c'est vrai que si vous passez par certains organismes, il y a des chances que ce soit payant. Alors, je crois que je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est autour des 60-65 euros. Donc, c'est un investissement, certes, mais c'est pas un investissement dans le vent. Franchement, c'est même un très bon investissement, quoi. Donc, apprendre les bases quand même des premiers soins, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous sauver la vie et sauver la vie de votre famille et de votre environnement vraiment premier, quoi. Donc, ça peut vraiment sauver des vies, quoi. Donc il y a peut-être des possibilités aussi d'avoir certains événements qui sont possibles d'être rémunérés en fait directement, en fait, ou comme quoi vous n'avez pas avancé l'argent, en fait, c'est développé par certains organismes, c'est possible aussi, certains des fois avec le taf. Voilà, des fois il y a des opportunités qui font que vous avez l'occasion de le passer, donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous mettrai dans la description du coup des liens si jamais ça vous intéresse pour des organismes qui s'en occupent. Il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours, la Protection Civile. Voilà, il y a plusieurs organismes qui peuvent le faire, pas trop loin de chez vous, donc n'hésitez pas surtout à y aller, quoi. Ensuite, vous avez tout ce qui va être du PSE1, donc ça c'est encore un niveau au-dessus. Donc il y a 35 heures, en fait, c'est pour devenir en fait en gros un secouriste. Voilà, secouriste avec un niveau 1. Donc je vais vous mettre aussi le détail de la formation dans le descriptif de la vidéo. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est surtout en fait pour commencer ce qu'on appelle le secours en équipe. Donc voilà, c'est s'articuler avec plusieurs secouristes pour différents scénarios. Donc ça aussi, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est hyper enrichissant. Pareil, vous allez avoir le PSE2, donc c'est le niveau au-dessus, c'est pareil, c'est du secours en équipe. Vous allez voir d'autres choses, prenant en charge une personne ou plusieurs personnes. Il y a des relevages, il y a énormément de choses. En fait, c'est pas mal. En fait, c'est assez complet, quoi. Une autre formation que vous pouvez faire, c'est le SST. On s'approche un peu du PS1, ou du PSC1, pardon. Et par contre, ça va être vachement axé sur le travail, parce que bon, du coup, c'est le sauveteur secouriste du travail, le SST. Et il y a certaines formations qui sont spécifiques à certains travails. Je prends par exemple certains menuisiers, ça va être plus sur tout ce qui va être du coup des sections de membres, même les sections de doigts, etc. C'est vraiment après, ça va s'orienter vers des risques spécifiques qui sont dus à la fonction. Donc suivant le risque que vous avez à votre travail, ça sera orienté là-dessus. C'est hyper intéressant parce que du coup, on vient au PSC1 avec des basiques, mais en plus on va rajouter des domaines de compétences qui sont en fonction du travail. Il y a sur le travail, ça va être plein de choses. Ça peut être par exemple arriver à sortir quelqu'un d'une voiture qui a eu un accident, etc. Ou qui a un souci ou des évacuations. C'est assez complet. Par contre, c'est vrai que ça va être plus spécifique à certains travails où il y a des trucs que vous verrez pas forcément suivant si vous faites un travail ou un autre. Et enfin, une formation que je voulais vous parler, c'était la formation de secours en milieu dégradé. Celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment super bien parce que elle va vraiment vous apprendre à gérer des urgences graves du style attentat, ce qu'on appelle le tueur de masse. Donc c'est suivant les attentats qu'il y avait eu à l'arme à feu. C'est assez varié
Et en fait, cette formation-là, elle est vraiment axée sur de la situation dégradée. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire du premier soin, mais dans un environnement qui est hostile. Alors, qui n'est pas forcément hostile au sens jungle, etc. Mais peut-être parce que, du coup, il y a eu un événement qui fait que, par exemple, imaginons, il y a eu un attentat, une explosion, donc c'est un environnement hostile. L'environnement, il est peut-être en feu, il y a peut-être du gaz, il y a peut-être que les terroristes n'ont pas encore été neutralisés. Donc voilà, ça crée un environnement et vous allez orienter en fait votre formation des premiers secours là-dedans, dans cet environnement-là. Alors évidemment, c'est de la simulation, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, on va essayer de vous plonger un peu dans cette ambiance-là, dans ce qui pourrait se passer, et on va développer des compétences là-dessus. Je crois franchement que c'est une des formations les plus intéressantes que vous pouvez faire à l'heure actuelle, surtout dans la thématique un peu de la préparation, du survivalisme, du preppers, etc. Je crois que c'est la formation number one qu'il faudrait vraiment que vous vous orientez dessus. Par contre, c'est vrai, ça coûte un bras. J'ai regardé la dernière formation là, sur Paris, elle a 650 €. Franchement, c'est pas donné. Hein. Après, il y a des petites combines. Il faut savoir qu'il y a certaines formations qui sont éligibles au CPF, le fameux compte de professionnel de formation. Donc, si vous n'avez pas usé vos heures, il y a peut-être des possibilités que vous puissiez du coup utiliser ces heures-là pour faire la formation. Donc, formation vraiment hyper intéressante. Vous allez apprendre à gérer les hémorragies, gérer plusieurs victimes, comment poser un garrot, analyser une situation, vous déplacer, etc. C'est vraiment une super formation. Je trouve que c'est une des formations les plus complètes. D'ailleurs, je fais un appel si jamais il y a un organisme qui voudrait nous inviter pour qu'on filme un peu ce qu'on voit, l'ambiance, la formation, etc. Je trouve que ça motiverait beaucoup de gens à le passer. Parce que pour moi, c'est une des formations, je pense, qui a été la plus complète et vraiment la plus ancrée dans le terrain. Vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très, comment on peut dire ça, très terre à terre et vraiment qui va vous donner quelque chose en fait. On a vraiment l'impression d'avoir reçu quelque chose. Elle est vraiment hyper intéressante cette formation. Alors évidemment, il y a beaucoup de thématiques dans cette formation-là. Différentes. On va vous apprendre par exemple à confectionner une trousse de secours, des kits en règle générale, maîtriser différents traumas et protocoles de soins. Et surtout prodiguer des soins dans un contexte de crise. Et ça c'est hyper intéressant. Parce que souvent quand vous faites du PSC1 ou etc., on est dans une salle, on vous explique qu'il s'est passé un événement, ok, et du coup vous allez en fait mettre en place ce qu'on vous a montré quoi. Mais là, en fait, on va vous mettre un contexte, une ambiance. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être même un environnement climatique, une tempête, etc. Donc, c'est pas le même contexte, c'est pas le même milieu. Donc, on va pas aborder les mêmes choses de la même manière. Et je trouve qu'on est plus ancré dans cette ambiance-là. Et pour nous, c'est beaucoup plus intéressant en fait comme formation. C'est plus, on est vraiment ancré dans la réalité quoi. Donc c'est en moyenne une formation qui doit durer une quarantaine d'heures. Donc c'est vraiment voilà. Et il y a un diplôme à la clé. Hein. Faut savoir que bon c'est une formation validante. À la fin vous recevez un diplôme. Et évidemment vous avez besoin d'un prérequis. Donc je crois que c'est le PSC1. En fait il faut avoir un PSC1 validé pour pouvoir prétendre à la formation. Donc moi ce que je vous invite à faire déjà d'office, c'est si vous n'êtes pas formé au PSC1 ou de vous recycler, passer le PSC1. Quoi. L'autre solution c'est pierre deux coups finalement. Si vous avez du temps en fait à donner en bénévolat, c'est devenir pompier volontaire. En fait, en gros, devenir pompier volontaire, ça vous permet déjà d'acquérir des compétences que vous allez pouvoir monter. Donc, en fonction des formations, vous allez pouvoir monter en compétences, en domaine de compétences, devenir vraiment quelqu'un de compétent, avec différentes thématiques, etc. Et en plus, vous allez porter assistance. Donc, c'est le deuxième point positif, c'est qu'en plus, vous allez vraiment porter assistance à des personnes. Donc, c'est quand même bénéfique, quoi. Vous recevez une formation et en plus, vous allez aider des gens qui ont besoin de vous, quoi. Donc, et surtout que dans le terme des pompiers, ils en cherchent beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez vraiment du temps à donner aux gens. Allez-y, c'est bénéfique pour toute une population. Donc, je vous donne une liste aussi des livres indispensables, vraiment des livres que vous devez avoir chez vous absolument. Le premier, c'est Là où il n'y a pas de docteur. Alors, ce livre-là, je vous l'annonce,
Je vous ai mis un lien Amazon. Je crois que personne ne l'achètera parce que la version française est quasiment introuvable. Et la dernière version française que j'ai vue en vente, elle est aux alentours des 300 €. Donc, alors, je peux pas vous dire pourquoi la version française coûte aussi cher. Je suis incapable de vous le dire. C'est très particulier parce que j'ai eu, en fait, en cherchant, j'ai vu que on actualisait des versions anglaises tous les ans. Et la version française est bloquée depuis quelques années en arrière et elle est introuvable. Donc je trouve ça très bizarre et très dommage que cette version soit pas diffusée en français, quoi. Alors faut savoir que c'est un manuel qui est distribué qui est distribué aux populations démunies, que ce soit en Afrique, Amérique du Sud, etc. Et qui va venir un peu épauler le rôle des humanitaires qui sont là-bas. Et qui va essayer d'un peu de remplacer le médecin. Alors, remplacer, c'est un grand mot. Il va essayer de combler le vide que laisse l'absence de médecine sur place. Donc, c'est vraiment un manuel, hein, ça veut dire que ça va vous apprendre à déceler certaines maladies. Ensuite, une fois qu'on a décelé la maladie, arriver à développer les symptômes, etc. pour arriver ensuite aux médicaments, les dosages, etc. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est hyper complet. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse pépite. Donc, vous embêtez pas, si vous n'arrivez pas à le trouver en brochet, je vous ai mis un lien dans la description, c'est sur le site No Panic et vous l'avez en PDF. Donc très bien, le PDF vous le téléchargez. Moi ce que je vous invite à faire c'est acheter une liseuse et du coup de le mettre dessus. Vous allez pouvoir le consulter directement sur une liseuse. C'est quasiment aussi bien qu'une version brochée. Bon évidemment, on n'a pas le plaisir du livre, mais au moins vous l'avez. Vous avez la compétence du livre, quoi. Donc ça, c'est vraiment un indispensable à avoir. Et du coup, le deuxième livre que je vous propose, c'est là où il n'y a pas forcément de dentiste. Pareil, c'est une version PDF, version brochée, introuvable non plus. Alors que, évidemment, il y a des versions anglaises. Donc là, je pense qu'il faudrait se pencher sur la question. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est pas disponible. Je vous l'ai mis du coup en description dans le commentaire. Dans la description. Et vous verrez, en fait, il y a des liens pour télécharger le PDF. Pareil, je vous invite à le mettre sur une liseuse. Et ça fonctionne exactement pareil qu'avec là où il n'y a pas de docteur. C'est un manuel. C'est pas un livre de chevet, c'est pas un truc que vous allez lire au coin du feu. C'est vraiment un manuel qui fait que il se passe quelque chose, ok, symptômes, on essaie de définir ce que c'est. Et les symptômes, on arrive à définir la maladie. Et en fait, de cette maladie-là, on va décréter, en fait, on va définir dans le livre quel médicament, quel dosage, etc. C'est vraiment quelque chose de... c'est un manuel, hein, c'est vraiment fait pour vous appuyer sur le terrain. Donc c'est pour moi un indispensable à avoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir pour les premiers secours, au moins le PSC1, commencez par le PSC1. Renseignez-vous avec des organismes, vous allez voir, ça va assez vite. Des formations, il y en a assez régulièrement. Et c'est comme des basiques. C'est vraiment, s'il y a vraiment quelque chose que vous devez maîtriser, c'est ça, c'est les premiers soins. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez pouvoir sauver des vies, que vous allez pouvoir appuyer ou faire qu'une personne va peut-être s'en sortir grâce à vous qui aurez reçu une formation parce que vous aurez fait la démarche de la faire, quoi. C'est vraiment un gros plus, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment posséder, quoi. Donc les premiers soins, c'est vraiment la base, quoi. Et si vous arrivez à faire la formation sur les premiers secours en milieu dégradé, là c'est la cerise. Si vous arrivez vraiment à le faire, vous pouvez, même déjà si vous l'avez fait cette formation-là, mettez-la en commentaire et vous allez voir que ceux qui l'ont fait généralement, ils en sortent un peu transformés. Ils en sortent se disant, ouais, finalement, on m'a apporté quelque chose et je pense que cette chose-là, je vais pouvoir l'apporter aux autres. Donc ça, c'est une super bonne chose. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.